Bon, bonjour à tous. Donc je vais rendre compte de manière brève ou restituer, si vous préférez, des réponses à un questionnaire que j'avais envoyé à un certain nombre d'artistes, dont certains sont présents ici et vont être mis à l'amende en quelque sorte. Et que je remercie aussi d'avoir répondu à ce questionnaire. Je vais d'abord un tout petit peu situer le questionnaire aussi, avant d'engager en fait une restitution assez limitée sur une des seules questions, parce qu'il y avait 5 questions. D'abord parce que c'est une question de temps, bien évidemment. Ensuite parce que je crois que par rapport à ce genre de questionnaire, il est un petit peu compliqué de les restituer sans avoir la lecture complète de toutes les réponses. Et ça serait un espèce de déséquilibre, en quelque sorte, de tenter de restituer l'ensemble alors que vous n'avez pas lu les réponses que j'ai eues. Après, il y avait tout le problème de comment restituer ça, par oral et pas par écrit, et sans publier pour l'instant les réponses. Donc il y avait des tas de règles du jeu qu'on pouvait inventer. Christophe Cusin vient de m'en donner 2 ou 3 autres exemples. Voilà, j'aurais pu faire une restitution effectivement où il n'y avait que les règles du jeu de comment restituer un questionnaire, puisque je suis un obsédé du questionnaire. Voilà, mais bon, pour situer un tout petit peu, j'ai envoyé en fait environ à 150 artistes et critiques d'art, historiens d'art, etc., les questions que je proposais. J'ai actuellement, on reviendra à ça, j'ai actuellement 46 réponses, donc je les dénonce. Le visuel suivant, c'est naturellement tous les artistes qui ne m'ont pas répondu qui vont être dénoncés et qui sont dans la salle. De toute façon, à ce que ça soit clair pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de... Et puis, alors donc, vous voyez bien en fait le premier problème que j'ai par rapport aux noms qui sont sur la liste, qui ne représentent effectivement pas les 150 personnes que j'ai contactées. Et donc le premier problème, c'est qu'on voit bien que par rapport à ce questionnaire, est-ce que les réponses peuvent être significatives ou pas? Il est évident qu'aux noms qui sont affichés, vous voyez bien qu'il y a des proximités, elles sont évidentes, qu'il y a peut-être aussi des silences et des non-réponses qui sont plus ou moins évidentes. Et en même temps, ça crée peut-être aussi voilà, des réseaux d'amitié, de proximité, etc., qui fait que ça facilite les réponses aussi à ce genre de questionnaire. À partir de là, si vous voulez, pour restituer un tout petit peu, au moins sur une question, j'ai choisi en fait de projeter des extraits d'un certain nombre de réponses. C'est un choix qui est arbitraire, c'est un choix qu'on va pouvoir critiquer, bien évidemment, ou vous allez pouvoir critiquer. Mais je veux juste signaler, c'est un choix qui m'a semblé important de faire, d'abord parce que autrement j'allais vous assommer avec trop de textes. Ensuite, parce que bon, il me semblait qu'il y avait des résonances, un certain nombre de réponses, et que les multiplier n'était pas forcément intéressant. D'autres parce qu'il y a je dirais, une manière de répondre avec de l'humour qui fait que ça pourra nous divertir un instant. Et en même temps parce que voilà, il fallait arriver à construire quelque chose qui soit relativement cohérent. Ensuite, pour d'où viennent ces questions, en fait. Alors, excusez-moi parce que j'ai pas projeté les questions et certains d'entre vous ne les connaissent pas. Oui, alors je vais laisser peut-être à chaque fois un petit temps de lecture
pour que vous puissiez prendre connaissance de ce que je projette. Donc, par rapport à ces questions, en fait, ce sont des questions qui me sont venues comme ça, comme une des questions d'ailleurs le souligne, un jour d'énervement, à la fois vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des artistes, vis-à-vis de mes collègues à l'université. Ça, c'est assez facile d'ailleurs. Mais voilà. Et des questions qu'on se pose aussi à soi quand on travaille dans l'atelier, et que j'avais en quelque sorte envie de faire sortir de l'atelier aussi. Excusez-moi, parce qu'il y a eu un écart dans le... Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Emmanuel a perdu son Villard. Et voilà. Et en même temps, dans une réponse d'Emmanuel, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais il y a cette question qui vient. J'aurais aussi envie de savoir pourquoi il y a des peintres. Donc en fait, c'était une manière pour elle de raisonner par rapport à ça. Alors peut-être que l'envoyer ce questionnaire, c'était un geste un peu rapide, peut-être imprudent aussi, de l'envoyer en dehors de mon atelier. Mais en même temps, il me semblait que, et c'est un sentiment personnel, qu'il y a une parole sur la peinture qui se délaye de plus en plus, en fait, et que cette parole sur la peinture qui se délaye n'est plus celle des peintres. Il me semblait aussi que les peintres, en fait, partagent une certaine forme de retenue, de prudence, ou même peut-être une difficulté à exercer une parole sur leur travail, ou même sur le travail des autres. D'ailleurs, les différents échanges que j'ai eus avec un certain nombre d'artistes qui n'ont pas répondu montrent cette difficulté. Alors, je ne vais pas l'analyser, cette difficulté, parce que ça leur appartient, mais ça pose ce problème-là, en fait. Et puis, il me semblait qu'en même temps, et vous l'avez tous constaté, que sur les Simès, depuis un certain temps, la peinture réapparaît de manière très claire, et qu'il y a des discours qui fleurissent autour de la peinture, et que ces discours, en fait, ont peu de capacité à saisir ce qui est montré. C'est-à-dire que soit, pour un grand nombre de discours, ils oublient complètement l'histoire de la peinture, plus ou moins proche, soit pour un certain nombre, ils reprennent des codes qui sont complètement convenus, des catégories, même un vocabulaire. En fait, vocabulaire qui, aussitôt qu'on l'applique à la peinture, trébuche, en quelque sorte, et n'arrive pas à mesurer le regard et ce qu'on voit. Donc en fait, il y avait ces questions derrière, pour moi, qui étaient une manière d'interroger aussi soit la continuité des discours, soit la rupture des discours. C'est-à-dire de voir, en fait, si on pouvait, et je crois que c'est ça profondément qui est important, une autre distribution du langage entre le visuel et une autre distribution, excusez-moi, du rapport entre le visuel et le langage. Ou en quelque sorte, pour le dire de manière plus ferme ou différemment, si nous étions, nous, peintres, puisque je suis partie prenante, hein, alors je ne me suis pas mis dans la liste, mais j'ai répondu aux questions avant de lire les autres. Et donc, si nous étions, nous, capables, en fait, d'affirmer avec nos propres mots nos engagements respectifs. Ça me semblait relativement important. Et en fait, on constate une première chose. Donc, mon introduction est un peu longue, mais je pense qu'elle est importante pour situer les choses. On constate qu'il y a plusieurs univers distincts, en fait, assez rapidement. Et je m'en suis aperçu, en fait, en envoyant donc à un panel très large d'artistes les questions, et que ceux qui ont répondu globalement sont des peintres qui sont arrimés à la peinture. Je vais le dire de cette façon-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une pratique principale, et plus que principale, qui est celle de la peinture. Alors que des artistes qui ont des pratiques beaucoup plus diversifiées, avec des médias beaucoup plus diversifiés, en fait, m'ont souvent répondu, mais
ont répondu en laissant entendre qu'ils ne voulaient pas répondre et que de toute façon je ne pourrais pas me servir de leur réponse, c'était clairement énoncé souvent. Et la manière dont ils répondent très rapidement, c'est de dire que ben non, ils prennent la peinture, la photo, la vidéo, voilà, c'est une boîte à outils qui est devant eux, ils ont une image à construire, et selon l'image qu'ils ont à construire, ils se servent de cette boîte à outils. Et donc en fait, ils ne trouvaient aucune pertinence aux questions. C'était dit à peu près clairement de cette façon-là. Alors, pour en venir à la formulation des questions elles-mêmes, elles peuvent avoir un caractère décalé ou même désuet, comme le vieux peintre qui râle dans son atelier et qui se repose pour la 20e fois, la 40e fois la même question. Ouais, on imagine Eugène Leroy travaillant sa pâte, en quelque sorte. Et en même temps, en fait, elles étaient plus ouvertes qu'on peut le penser. Certains artistes, en fait, ont remodelé, en fait, au début de chacune de leurs réponses, les questions. Donc, je vous donne le remodelage fait par Dominique Gauthier. Alors après, il y a tout le texte qui vient. D'ailleurs, Dominique a répondu très longuement. Mais qui était une manière, en fait, de déplacer mes questions, de se les approprier d'une certaine manière, puis peut-être de les redire de manière beaucoup plus intelligente et simple que celle que j'avais posée. En même temps, dans cette reformulation, on voit bien qu'il y a une affirmation, hein, il y a une position qui se met en place. Voilà, donc c'est à peu près, si vous voulez, ça le cadre dans lequel j'ai fait ce questionnaire. Alors, comme je disais, je ne vais pas restituer toutes les questions. En fait, je vais me pencher principalement sur la 5e question. Donc, la 5e question, c'était pourquoi la peinture se maintient-elle? Donc, je vais évoquer en quelque sorte quelques pistes par rapport au maintien ou par rapport à la pertinence, dit Dominique Gauthier, qui font en fait aussi surgir la question principale, à la fois de la temporalité de la peinture, et on en a parlé tout à l'heure, on en a parlé ce matin, et l'absence, pour moi, assez remarquable dans les réponses, et je conclurai aussi là-dessus tout à l'heure, qui m'a frappé, mais c'est intéressant, la table ronde ce matin on en a parlé, et tout à l'heure il en a été question aussi, sur l'absence pratiquement dans toutes les réponses de la place du spectateur. C'est-à-dire en fait de l'échange, du partage qu'il y a en peinture avec le spectateur. Question compliquée, mais j'étais étonné en fait que dans l'ensemble des réponses, je parle de l'ensemble, hein, il y a eu quelques réponses qui pointent ça, mais que globalement en fait c'était une espèce d'impasse qui n'était pas évoquée. Donc, pourquoi avoir choisi la 5e question sur le maintien de la peinture? D'abord parce que c'est une question qui gratte l'épitherme des artistes, moins des peintres, et que c'était visible dans les réponses, que c'est une question qui énerve d'une certaine manière, et elle était posée pour être énervante, bien évidemment. Puis pour dire que voilà, c'est une vieille question, bien évidemment, et que après tout, de temps en temps, les vieilles questions, il faut bien qu'elles ressurgissent. Vous savez, c'est les vieilles questions que pose notre grand-mère tout le temps. Où est-ce que tu as mis ton âme, etc. Certains artistes, bon, voilà, ils répondent comme Pierre, avec humour. D'autres, je ne sais pas si vous avez le temps de lire, ça suffit ou... D'autres, alors je vais vous laisser beaucoup plus de temps parce que d'autres sont beaucoup plus longs. Et donc, par exemple, dans la réponse de Jérôme Boutrin, qui est une réponse assez drôle, je trouve. Là, j'étais dans l'empêchement de couper la réponse.
Bon, donc, si on prend ces réponses, celle de Pierre et celle de Jérôme, que j'aime beaucoup. Enfin, après, il développe beaucoup plus longuement. Hein, pourquoi tu me touilles, pourquoi ça maintient, etc. Donc, c'est très, très long et très plaisant en même temps. Et en même temps, il renvoie la question, naturellement, à l'envoyeur, d'une certaine manière. Hein. Qu'est-ce qui vous maintient, professeur? Qu'est-ce qui maintient l'université? Tenez-vous droit. Et alors, je ne répondrai pas à la question qu'est-ce qui vous maintient, professeur, ou qu'est-ce qui maintient l'université, parce que ça serait un autre débat, et ce serait peut-être aussi drôle d'ailleurs à faire. Mais il semblerait que, d'une certaine manière, cette question, en fait, à force de touiller, pour reprendre les mots de Jérôme Boutrin, elle pose aussi un problème. Et elle pose aussi un problème dans cet exemple-là, par exemple, que donne Daniel Schlier, alors qui est, comme je marque, un addendum à ses réponses. Il y a un très long addendum à ses réponses. Donc, en quelque sorte, quand on est une institution, on n'ose plus écrire la nature est morte. C'est tout de même intéressant. Il me semble que c'est quelque chose qui aurait été écrit il y a quelques années. Maintenant, on supprime, on coupe les citations et on n'ose plus le dire. Mais parce que profondément, en fait, derrière cette question, il y a effectivement l'affirmation récurrente et j'en parlerai tout à l'heure, de la mort de la peinture. Le fait que cette mort interminable est une question bien française. Je crois que c'est Jérôme Boutrin qui commençait là-dessus. Et je pense qu'il y a mal donne. Alors, je reparlerai tout à l'heure de la mort de la peinture, mais je pense qu'il y a mal donne. Si je prends le dictionnaire, il donne pour maintenir une définition très simple. C'est rester dans l'état. Et j'espérais, je m'attendais un peu à ce qu'en fait, il y ait une distribution dans les réponses entre ce qui reste, la longue chaîne de l'histoire de la peinture, et puis l'état de la peinture. C'est-à-dire, est-ce que cet état est resté stable? Est-ce que c'est toujours le même état? Et ce jeu d'un écart entre rester dans l'état. Où elle est? Est-ce qu'elle est hors de son état? Est-ce qu'elle est dans une affirmation d'un autre état? Et si on continue avec le jeu des définitions, mais si on prend maintenant simplement maintenir et non pas se maintenir, on trouve principalement deux sens dans le dictionnaire. En dehors de l'écho de maintenir maintenant, bien évidemment. Hein. Le premier sens qu'on trouve, c'est manière d'être extérieure d'une personne, démarche, geste, expression, manifestant ses habitudes sociales, ses dispositions morales ou son caractère. Et la deuxième, c'est action de maintenir, le maintien d'une candidature à être peintre, le maintien d'une inculpation, l'inculpation parce que vous êtes peintre, bien évidemment. Enfin, les deux sens, en fait, pourraient être détournés aussi au propos de la peinture. On pourrait très bien poser les questions suivantes. Quelle serait une manière d'être extérieure d'une peinture? Quelles seraient les habitudes sociales de la peinture? Quelle serait cette action de se maintenir? C'est-à-dire de redoubler l'affirmation d'une action et d'une présence. Donc en fait, en employant le mot « maintenir », il y avait un jeu aussi, non pas sur la mort en tant que telle de la peinture, mais justement sur ce problème de se maintenir, rester dans l'état, ne pas rester dans l'état, rester, mais être dans un autre état. Donc il y avait un jeu là-dessus. Plus, effectivement, toutes ces questions que pose à la peinture, par exemple, qu'est-ce qu'une manière extérieure, d'être extérieur pour la peinture? En quelque sorte, ces questions-là, elles tournent sur quelle est la raison qui fait que nous nous engageons en peinture? Que nous y trouvons une nécessité, un plaisir, et qu'elle agit par sa présence, ou qu'elle est également nécessaire pour un certain nombre de regardeurs. Voilà. Je pense que cette question posait ces problématiques-là.
Je vais revenir un instant sur la mort de la peinture, parce que je pense là aussi qu'il y a une erreur en pensant que c'est une question française. C'est d'abord une question américaine. C'est une question américaine qui a lieu pratiquement 20 à 30 ans avant la France. C'est-à-dire avant que ce discours s'installe en France, en fait, la question est posée aux États-Unis. Elle est posée dès l'arrivée du minimalisme et de l'art conceptuel. Les premiers textes, sans doute, qu'on trouve sur la mort de la peinture en France, de manière assez claire, mais ce sont des textes militants, ce sont ceux de les premiers textes de Pierre Estany sur les nouveaux réalistes. Mais Pierre Estany est là pour installer un autre mouvement. Donc ce sont des textes très militants, où il déploie une énergie folle à démontrer que la peinture ne doit plus avoir lieu. En fait, quand on regarde du côté des États-Unis, c'est dès les années 70, d'une manière tout à fait claire, et la fin de cette accusation, ou en fait cette mise à mort de la peinture, elle arrive en 1981 avec un critique américain qui s'appelle Douglas Crimt, et qui publie dans la revue October en fait un article, La fin de la peinture. Mais c'est en fait à peu près le dernier moment où aux États-Unis, cette question-là sera dite de cette façon-là. Et ce qu'il faut voir, et c'est ça qui m'intrigue, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toute une génération de peintres américains qui apparaissent au même moment, qui se connaissent tous en plus, qui sont Julian Chamble, Steven Parino, Peter Halley, Robert Longo, qui faisaient partie tous de groupes de musique ensemble en plus, et très proches du rock à l'époque, etc., et de ce qu'on a appelé dans le rock la reprise et tout ça. Et tous, en fait, disent, et il y a des textes de tous, qui disent qu'ils commencent à peindre parce que la peinture est morte. Et donc on a là quelque chose qui est intéressant. Parino, par exemple, dit, quand j'ai commencé à travailler à la fin des années 70, la sentence qui avait cours à propos de la peinture était qu'elle était morte. Animé par un intérêt nécrophile, je me suis saisi de la forme pure de la peinture, le monochrome, et j'en ai bouleversé la surface. Schnabel, Longo, Peter Halley disent la même chose. Il y a un texte de Longo qui est tout à fait clair, un autre texte de Schnabel qui dit vraiment la même chose. Bon, en même temps, ce sont des artistes qui se connaissent très bien. Mais ce qui me surprend, si vous voulez, c'est que la réponse des artistes américains, c'était une réponse dans leur pratique. C'était une réponse extrêmement violente. Si on prend le travail de Steven Parino, par exemple, ou les assiettes cassées de Schnabel, etc., etc. En fait, c'est une réponse qui n'est absolument pas dans le discours, mais qui est complètement incluse dans leur pratique. C'est-à-dire qu'à la violence qu'on leur fait de leur dire que la peinture est morte, ils répondent par une violence sur la peinture et dans la peinture, qui va effectivement être aussi une violence vers le spectateur. Et je suis un tout petit peu étonné de ça, et je trouve que c'est un débat ce serait un débat historique, ce serait peut-être un débat d'histoire de l'art à faire, mais en même temps, si on regarde la situation en France à ce moment-là par rapport à ce débat, on s'aperçoit que dans les années 80, il y a une nouvelle figuration qui apparaît en France, et que ce n'est pas du tout un positionnement face à une mort supposée de la peinture à cette époque-là, de manière tout à fait claire, et que c'est plutôt une lassitude, je dirais, de la déconstruction de la peinture avec support surface, entre autres, qui est vue de cette façon-là à partir des années 80, et des propositions conceptuelles. Donc, la réponse en France n'est pas du tout la même, et on a l'impression qu'effectivement, les artistes dans les années 80 en France, et c'est pour ça que cette question revient de manière récurrente ensuite en France, c'est que je dirais que d'une certaine manière, on pourrait penser que les artistes dans les années 80 en France n'ont pas réussi à inverser le stigmate, en quelque sorte, sur la peinture. Cette inversion, c'est-à-dire prendre effectivement ce dont on vous accuse, en fait, cette discrimination qu'on reprend et qu'on reprend en son nom et qu'on renvoie dans l'autre sens, ce qu'ont fait les peintres américains. Et donc, alors, est-ce que c'est en France une question de passage de génération? C'est possible. Est-ce que c'est parce que c'était au moment en France où l'institution mettait en place tout son régime institutionnel, ses centres d'art, ses FRAC, etc., etc., ou parce que effectivement l'art contemporain devenait un marché international aussi. Et donc, mais je pense que, en fait, je suis sceptique en quelque sorte sur le fait que ça soit et le passage de génération
et une institutionnalisation ou un marché de l'art qui s'installe. Je pense que la réponse, elle n'est pas suffisante à ce niveau-là. Et que, effectivement, ça serait un débat à avoir véritablement à travers la pratique et dans la pratique. Donc, voilà, nous sommes contents. La peinture est morte. Et elle se maintient précisément parce qu'elle est toujours déjà une chose morte. Donc vous voyez bien que la question elle est un tout petit peu plus complexe qu'on peut le penser au départ. Je vous laisse lire Donc voilà, je reprends, c'est ce que nous dit donc Karim Ghadab, dans lequel on retrouve un peu l'attitude de Steven Parino d'une certaine manière. Hein, la peinture est morte, réjouissons-nous. C'est à peu près dans ce sens-là que je crois, sauf que c'est chez Karim beaucoup plus détendu, beaucoup moins guerrier que chez Steven Parino. Cela nous donne un avantage, on pourrait dire. Les peintres, en fait, ne sont plus soumis à une pression temporelle. La peinture, elle est autant préhistorique que contemporaine. Elle n'est ni d'avant-garde, ni d'arrière-garde. En poussant plus loin, on pourrait dire qu'elle s'est dissoute comme un fait de culture, au même titre que les autres modes d'expression, et que, donc, elle va sans doute tenir un rang. Si on regarde l'autre face de la médaille, qui est un tout petit peu plus embarrassant, c'est que cette dissolution, en quelque sorte, de la place de la peinture, alors qu'elle a eu une position hégémonique pendant très longtemps dans l'histoire de l'art, la relègue à un rôle qui est minoré. Elle n'est plus en position hégémonique, on le sait bien, hein, et que ça la met dans un rôle qui est minoré. Peut-être pas chez les peintres, mais au moins dans le regard de ceux qui regardent l'art contemporain. C'est ce que répond d'ailleurs Jean-Marc Hutorel, que je vous cite, hein, c'est juste qu'elle a perdu sa position hégémonique, qu'elle est devenue une manière comme une autre de faire de l'art, et c'est très bien comme ça. Activité minorée dans sa présence, dans sa réception peut-être, certainement pas sur le marché de l'art, parce qu'il suffit de connaître un tout petit peu le marché de l'art pour voir que la peinture reste largement dominante. Elle serait cependant, en fait, et beaucoup d'artistes répondent de cette façon-là, elle serait évidente, nécessaire, comme la poésie. D'autres répondent l'écriture, le théâtre, la musique. Donc en fait, on est dans une position, en quelque sorte, où d'un seul coup, ayant perdu sa place hégémonique, la peinture se retrouve en quelque sorte au même niveau qu'un certain nombre d'autres arts. Et que comme ces autres arts, elle a une liaison avec une histoire longue et un caractère primitif que les peintres assureraient. J'étais étonné de voir, et là je ne montre pas toutes les occurrences, mais de voir effectivement les résonances qui viennent systématiquement, comme si, en fait, il y avait toujours la recherche d'un point d'origine qui est, je crois que c'est Camille Saint-Jacques qui le dit à un moment, rappelle que les enfants ont toujours dessiné, qu'il y a des milliers de gens qui peignent. Et donc, en fait, on est dans cette position où la peinture, elle est prise dans une histoire tellement longue que même les peintres, en quelque sorte, viennent rappeler, en quelque sorte, que sa pertinence, c'est parce qu'il y a la grotte Chauvet, et puis de l'autre côté, il y a le côté contemporain.
Donc en quelque sorte, elle a perdu ce que je disais tout à l'heure, en fait, une certaine forme de temporalité. Je crois que j'ai d'autres réponses qui se distribuent un petit peu sur la même chose ici. C'est drôle, cette résonance qu'on trouve, mais là, bon, ça fait 6 réponses, mais il y en a d'autres, en fait, où il y a ce jeu, en fait, dans la réponse systématique de balancement historique entre deux points complètement extrêmes et opposés, qui fait qu'on a à la fois l'idée qu'il y a absolument nécessaire d'insister ou de pointer qu'il y a une origine et que la peinture, c'est une origine et qu'il faut peut-être rechercher cette origine. Et qu'en même temps, il y a un désir d'art ou de peinture, disons, contemporain, en fait. En quelque sorte, quelque chose qui se lie sur un temps long et qui est difficile à décrypter et qui positionne finalement très très peu la peinture d'une manière contemporaine. Bon, donc nous partons du principe que la peinture n'est plus un art majeur, désolé, mais en même temps qu'elle nous libère. Et comme je crois que dans le petit texte d'Emmanuel ici aussi, on retrouve cet écho. Et donc on aurait une liberté qui serait salvatrice. Mais cette liberté qui serait salvatrice, et donc qui laisserait un champ de jeu absolument énorme, immense, aux artistes, peut poser d'un autre côté un autre problème qui serait de réduire en quelque sorte la peinture, pardon, réduire la peinture à une activité confidentielle pour une communauté assez réduite de personnes, ou même, on pourrait même préciser, de la réduire à une activité confidentielle pour des communautés différentes de personnes. Puisqu'on sait bien que même dans la peinture, il y a des communautés de peintres, il y a des communautés de regardeurs qui sont d'un ordre différent. Il y aurait donc, en fait, d'une certaine manière, ceux qui font ou aiment ou regardent des bricolages, ceux qui ont ou aiment une peinture qui serait dit, je ne sais pas, classique, etc., etc. D'autres qui seraient plutôt du côté d'une peinture qui se dirait figurative, d'autres qui se diraient du côté d'une peinture plutôt abstraite. Et ça formerait en quelque sorte des communautés, mais finalement des communautés relativement confidentielles, puisque à la fois elles-mêmes séparées dans la peinture et n'affirmant pas finalement ce que pourrait être en quelque sorte la peinture actuellement. Donc on peut comprendre à ce moment-là ce que dit Philippe, qui est ici, qui ne s'en souvient pas d'ailleurs, parce que le jour où il a écrit. Mais je soulignerai en fait quelque chose qui dit... En fait, je soulignerai deux choses parce que je pense que là, il y a, dans ce que dit Philippe, il y a une articulation qui m'intéresse et qui est assez habile et qui pose effectivement un problème de positionnement clair et qui est intéressant, je crois, à partager. D'abord, voilà, ma vision est pessimiste, dit-il. Donc vous voyez bien qu'on est dans un champ, là encore, comme je disais, une activité qui devient confidentielle pour des communautés qui sont séparées. On le sait bien, enfin, chaque peintre dans son atelier le sait bien à un moment. Il y a un moment où il a cette vision pessimiste. Mais en même temps, il continue, et c'est ça qui m'intéresse principalement, dans le deuxième paragraphe. Faire de la peinture aujourd'hui, c'est aussi pour moi un acte politique, car la peinture que je fais se situe dans la catégorie non efficace. Alors, bon, vous avez tous en écho, je pense, parce que vous êtes tous des lecteurs, du livre d'Éric de Chassé sur
la peinture efficace, bien évidemment, qui s'appelle comme ça, qui s'intitule comme ça. Et d'un seul coup, alors, Philippe nous propose là un renversement où il serait dans une activité inefficace. Et donc, il y a quelque chose qui est intéressant, ça serait l'inefficacité serait politique. Donc, vous voyez bien qu'on est dans un renversement total par rapport à non seulement ce que, par exemple, explique Éric de Chassey dans son livre sur la peinture américaine, et en même temps, même par rapport à ce que nous pourrions partager ou penser d'une certaine manière. En quelque sorte, ça voudrait dire que la peinture a une capacité de retrait en alliant à la fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'origine et le présent, c'est-à-dire une temporalité extrêmement étendue et en même temps extrêmement resserrée, ou presque une atemporalité en quelque sorte, et que ça ouvrirait un espace politique. C'est-à-dire qu'en échappant au temps en quelque sorte, on peut ouvrir un espace politique. Donc vous voyez bien que si on y réfléchit, ça amène effectivement un certain nombre de questions sur comment, effectivement, d'une certaine manière, avec un médium qui est comme la peinture, donc cette espèce de vieux médium que nous traînons tous, on pourrait peut-être penser ouvrir un espace politique différemment des espaces politiques qui sont ouverts par d'autres médiums ou d'autres modes d'expression. La peinture, en fait, dessinerait ainsi ce qu'on pourrait appeler, sous la forme d'un oxymore, une possibilité négative. Parce qu'effectivement, elle ouvre un espace politique qui serait positif et en même temps, elle est dans une activité inefficace. Donc en fait, ce que je retiendrai ici, et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette possibilité négative. Comme si, en fait, dans un monde qui est à la fois surchargé d'images, surchargé d'informations, surchargé de prises de position politiques, partisanes, etc., de déclarations dans tous les sens, ce possible négatif que serait la peinture était le seul recours qu'elle aurait pour tisser des liens, regarder ou rendre compte d'un monde. Mais le revers de la médaille, parce que je joue à chaque fois, effectivement, vous avez dû le constater, le revers de la médaille, c'est que le lieu de la peinture reste toujours sous l'emprise du jeu, J-E. Non, pas jeu, J-E-U, mais J-E. C'est également ce qui ressort en général des réponses. Elle est le lieu d'une fabrique intime. Alors je crois que j'ai une réponse là-dessus. Oui. Elle reste donc le lieu d'une fabrique intime, le lieu d'une expression personnelle, avec le risque, bien évidemment, qu'elle se referme sur cette expression personnelle, qu'elle n'arrive pas à être un lieu de partage. Donc pour finir, en fait, deux questions pourraient se poser. Je ne voudrais pas non plus délayer trop longtemps. Deux questions peuvent se poser alors, auxquelles moi-même je ne répondrai pas, bien évidemment, ou qui pourraient peut-être ouvrir un débat. C'est comment la peinture d'une expression personnelle peut-elle avoir un usage collectif, c'est-à-dire passer du je au nous? Comment dans sa pratique, chaque peintre, et non pas dans la parole autour de la peinture, le peintre pourrait-il inscrire ce déplacement, ce passage du je au nous? Et puis la deuxième question, elle est liée à la première, bien évidemment, et puis comme je disais tout à l'heure, à la quasi-absence dans les réponses de la présence des spectateurs, c'est quelle adresse et quel accueil les peintres font aux spectateurs, ou comment dans la pratique, ou dans la pratique picturale même, on donne une place aux spectateurs. Je pense que ces questions, en fait, elles reviennent, parce que si je repars en arrière sur la proposition, en fait, que j'analyse de Philippe tout à l'heure, voilà, on est dans une possibilité négative. Je trouve que c'est une capacité négative. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, qui ouvrirait un champ politique ou qui ouvrirait une expression politique, hein, par le retrait, par une intemporalité, etc. Mais bien évidemment, ça ne devient efficace que d'à partir du moment où la peinture n'est plus un lieu intime, où ce n'est plus un jeu, où ça devient un nous.
Et c'est toute la problématique aussi qui se pose autour de ça. Alors je vais finir par deux réponses en fait de deux personnes qui ne sont pas des artistes, qui sont des gens qui ont été toujours très engagés, que vous connaissez bien, proches de l'art contemporain et proches de la peinture. C'est juste aussi par moquerie, d'une certaine manière, que je le montre, mais enfin, ils m'ont répondu, ils sont responsables. Enfin, la première, excusez-moi, je suis en train de faire une confusion. La première réponse, la deuxième réponse est plus intelligente. Donc c'est sa réponse à la première question, mais il n'y a pratiquement pas d'autres réponses. C'est tout de même intéressant aussi, voilà, en tant que peintre, on vous pose la question à quelle peinture avez-vous affaire, moi en tant que critique d'art, puisque les critiques d'art, on vous pose la question à quelle peinture avez-vous affaire ou souhaitez-vous affaire. Ce n'est pas à moi de répondre. C'est tout de même un positionnement qui est assez habile, vous trouverez tous, ce qui permet effectivement d'écrire des éditos dans tous les sens, tous les mois dans Art Press, défendant tout et n'importe quoi. Alors qu'on sait très bien que Catherine Millet a des prises de position qui sont auprès de peintres. Enfin, on le sait tous. Elle défend Bernard Dufour depuis très longtemps, elle défend Antonio Semeraro depuis très longtemps, elle a défendu Parmentier pendant très longtemps. Enfin voilà, c'est une question qui est tout de même un tout petit peu surprenante. Une réponse du moins, pardon, un peu surprenante. Et la deuxième, c'est celle d'Yves Michaud, que vous connaissez tous, bon, qui a au moins le courage et l'honnêteté de ses prises de position, ce qui est assez rare en fait, a priori, au moins dans les réponses que j'ai reçues des critiques. Voilà, qui a une espèce de, donc chez Yves, une franchise qui est claire, qui renvoie, mais il le dit souvent, donc c'est un discours un peu convenu chez lui aussi, qui renvoie un peu systématiquement Cézanne et Matisse à leur pinceau, en disant que les livres qui sont publiés à la fois sur les propos de Cézanne ou sur les écrits de Matisse, en fait, sont des écrits ou des propos qui sont redits, remixés par d'autres et non pas directs. Et puis qui en même temps, d'une certaine manière, nous dit de se taire et de peindre. Puis c'est peut-être ça qu'on a à faire finalement, c'est de ne pas construire du discours. Mais je n'en suis pas si sûr que ça. Ou dit d'une autre façon, en quelque sorte, plus vous allez théoriser la peinture, ou plus nous allons théoriser la peinture, plus nous allons chercher une définition de la peinture, plus en quelque sorte nous allons entrer dans un processus de réification qui fait que ça ne nous permettra pas d'avancer. Pour conclure après ça, donc vous voyez que j'ai fait quelque chose de très court par rapport à une question. Ça aurait été beaucoup trop long en fait sur l'ensemble, mais c'est juste pointer quelques petites choses comme ça. Pour conclure, je dirais que à la lecture des 46 réponses, alors je dis que c'est encore un sentiment personnel, bien évidemment, c'est ma lecture. J'étais étonné en fait, d'une certaine manière, d'y trouver un espèce de consensus flottant, où il y a finalement assez peu d'affirmations fortes. Il y en a quelques-unes, je parle globalement, et plus étayées. On a l'impression que finalement les choix qui sont mis en œuvre par les artistes, et bon, tout de même dans la liste il y a des artistes qui ont des pratiques extrêmement différentes, ces choix qui sont mis en œuvre dans la pratique n'arrivent pas à résonner en fait dans une affirmation sur ce qu'ils font. Donc peut-être que Yves Michaud a raison. Après il y avait l'autre question en fait de se dire c'est les questions qui sont mal posées bien évidemment. Mais j'en suis pas si sûr.
Parce que, vu les réponses, elles permettaient des affirmations ou voilà, des accointances, des approximations aux besoins assez fortes. Et malgré ça, en fait, et je le redis, il me semble qu'il y a un écart entre les réponses qui forment une espèce de consensus. Voilà, c'est bien, on fait de la peinture, c'est un travail personnel. On arrive difficilement dans les réponses à trouver une conviction globale, en fait, de se dire, mais voilà, pour reprendre l'exemple que je citais tout à l'heure, l'espèce de violence qu'il pouvait y avoir chez Parisot, chez Schnabel, etc., qui était une réponse picturale. Elle était aussi dans leur discours. Et on trouve là, ici, quelque chose de relativement plat, en fait, une prudence. Alors, je ne sais pas si la prudence, c'est parce qu'il faut répondre à un questionnaire et que je suis le commissaire. Mais je me demande, en fait, si l'énervement que nous pouvons avoir comme peintres et que nous partageons souvent dans nos discussions, on est énervé par telle chose qui est montrée, pas de telle autre, enfin, etc., etc., ne devrait pas être prise en compte, en quelque sorte, dans des affirmations plus fortes et plus osées. Et avoir effectivement le même niveau d'expression que ceux qu'on trouve dans les pratiques personnelles. Merci. S'il y en a parmi vous qui ont des questions sur le questionnaire ou sur autre, je peux essayer d'y répondre. S'il y en a qui veulent m'attaquer au couteau, c'est dehors. Pardon. Ton questionnaire, une affaire pas très originale dans la mesure où tu l'avais déjà commis 2 fois. Tu as rappelé les 2 livres dont tu qui s'appellent Peindre et Ready-Made Color, qui étaient des entretiens au départ et qui débouchaient sur des questions qui ont été renvoyées un peu comme cette fois-ci à plusieurs artistes et les réponses ont été publiées. Oui, mais je sais bien que je suis un obsédé. Non, non, c'est très bien de rappeler qu'effectivement, nous avons fait ensemble, Christophe, le premier peintre. Puis ensuite, voilà, tu m'as abandonné. Et que j'ai fait le deuxième avec tout seul. Alors, il y avait Christophe, Claude Briand-Picard et moi pour le premier peintre qui était en 96. Puis ensuite, on a fait un deuxième, effectivement, sur Ready-Made Color, que j'ai fait avec Claude, toujours. Et puis là, je relance un questionnaire qui est tout seul, mais bon, qui est dans une autre optique au départ et tout ça. Mais de toute façon, les réponses de l'ensemble seront publiées. J'espère rapidement. Nous sommes en train enfin, le rapidement, c'est par rapport à l'université, dans le sens où nous sommes en train de construire un site internet qui s'appellera Pratique Picturale et qui permettra de mettre des textes et d'y avoir accès facilement. Et dans une logique plus simple que d'aller acheter un livre, etc., etc. Donc, de toute façon, que ça devienne des références aussi à des moments pour des étudiants, pour d'autres, etc. Moi, c'est une question, enfin, peut-être oui, par rapport au fait qu'on continue à parler de la peinture en tant que médium, en tant que genre. Et vraiment, si des fois, nous, on avait voulu nous enlever cette étiquette des peintres tout en étant simplement, tout en étant simplement plasticien. Et est-ce que revenir sur ces sujets ne fait qu'enfoncer un peu le couteau dans la plaie? Oh, il y a un peu de ça, mais c'est un peu pervers, oui, bien sûr. On touille, comme dit Jérôme Boutin. On touille, et puis ça se maintient. Ben, oui, il y a forcément un peu de ça. Mais je l'ai dit au début, je crois que... Enfin, là, c'est une position personnelle, vraiment, que j'énonce. Je pense, personnellement, que nous manquons d'affirmation. Je pense que nous faisons des travaux de qualité. Et que nous... Enfin, pour prendre un exemple, il y a au moins 3-4 réponses qui me disent « Mais c'est pas ce qui se passe en Allemagne, c'est pas ce qui se passe en Angleterre. » Et on le sait bien. Mais pourquoi
les peintres français manquent de l'affirmation qu'on trouve dans d'autres pays. Voilà, la question, elle est là aussi. Et je pense que c'est notre responsabilité aussi, commune, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un centre national de la peinture, comme il y a un centre Non, mais national de la photographie? c'est pas ça que je demande. Hein? Non, c'est pas du tout ça que je demande. Je parle d'affirmation à la fois dans le travail plastique. Il semblerait que la visibilité de ce travail plastique et son affirmation n'est sans doute pas assez visible, et que c'est peut-être une question qu'on devrait se poser, nous, mais là, en tant que praticiens, en quelque sorte, et à la fois dans nos discours, dans nos écrits, dans nos prises de parole. Je pense que c'est un avis personnel, là. Hein. J'en suis pas si sûr que ça. Je voulais dire qu'il y a quelques années de ça, pour la première manifestation qui s'appelait Hospitalité, organisée par le réseau TRAM, réseau de diffusion d'art contemporain d'Île-de-France, que sans doute tous vous connaissez ici, nous avons été invités donc à proposer une programmation tous en même temps. C'était la première fois qu'on faisait ça. Et à cette époque, je dirigeais la galerie Christian Boltanski, et je me suis retrouvé bien seul à présenter la seule exposition de peinture qui s'appelait Persistance picturale, de peintres français de notoriété très variable, et que j'ai été taxé à cette époque par certains de mes pairs ou par des critiques de réactionnaires. Voilà. Donc, je voulais aussi dire que pour avoir travaillé en galerie avant de diriger un centre d'art, pour avoir travaillé en galerie, à la fin des années 90, il y a eu une véritable hécatombe des fermetures des galeries en série qui défendaient la peinture. Et c'est un corollaire, selon moi, d'un ensemble d'un ensemble de démissions. Une démission des critiques qui ont cessé de défendre la peinture en France, une démission des peintres qui ont cessé de communiquer sur leur travail de façon forte. Effectivement, je pense que la question de l'affirmation, elle est importante. Il y a eu il y a des chapelles qui défendent une certaine vision de l'art. Tout le monde a une responsabilité par rapport à cette question de la peinture. Et je pense qu'il est sain, il est bien, il est important que ça reprenne sa place pleine et entière dans le débat et dans la question de la visibilité et de la persistance de la peinture aujourd'hui. Donc d'abord, je vous sais gré pour les questions que vous avez posées, parce que ça montre à quel point cet esprit il est vivace, il est aussi critique, parfois un peu désenchanté, mais je pense qu'il ne faut pas confondre les plasticiens qui utilisent la peinture comme un médium et les peintres qui n'ont effectivement que seule pratique ce médium-là, la peinture, qui sont des peintres avant tout. Ce sont deux démarches différentes, et ce sont deux démarches qui ne sont pas reconnues à la même hauteur aujourd'hui, selon moi. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure à un moment, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'artistes qui sont, je ne sais pas comment dire, multimédiums, transdisciplinaires, c'était très à la mode à un moment, m'ont répondu en fait, oui, j'utilise la peinture, mais c'est pas mon problème. Voilà. Donc je vais pas les citer, mais c'était évident que pour eux, en fait, ils pouvaient faire de la peinture. Et d'ailleurs, il y en a un qui actuellement a une grande exposition où il y a de la peinture aussi. Voilà. Ils font de la peinture comme ils font de la photo, comme ils font de la vidéo, etc. Mais en fait, ça revient à une des premières questions, enfin une des questions que je posais. C'est-à-dire que les questions de est-ce qu'il y a une picturalité, est-ce qu'il y a un lieu pictural qui se différencierait de l'image, donc une manière de travailler la peinture qui fait qu'une peinture, c'est pas une image, etc. C'est des questions qui leur échappent totalement parce qu'ils sont dans une autre manière de faire de la peinture. Voilà. Je veux pas les connoter péjorativement, etc. C'est un autre mode d'approche de la peinture. Et donc, on voit bien, moi je vois bien par rapport aux réponses que j'ai reçues, vous le voyez bien, vu les noms, c'est effectivement des artistes qui ont répondu, qui sont dans ces problèmes de peinture depuis le
depuis qu'ils ont commencé à travailler, qu'ils continuent à travailler et qui persévèrent. Il y a la peur que le soupçon de la mort de la peinture leur vienne sur la tête. Auquel ils n'auraient pas à faire, mais c'est aussi que tout d'un coup, revendiquer cet endroit-là, même quand on en fait, c'est prendre en charge le soupçon de la mort de la peinture, donc tout ce que tu as dit avant. Donc c'est embêtant d'être tout d'un coup dans la circulation de sa propre image en tant qu'artiste, d'être soupçonné aussi de faire partie de ceux qui seraient dans un truc un peu moribond. Ouais, mais je vais te répondre comme Steven Parino. C'est pas forcément simplement le fait que il ne travaillerait pas au sein de ce que tu nommes comme un endroit spécifique. Pas sûr que ça soit uniquement ça. Oui, mais je pense que cette prise en charge, en fait, elle est plutôt intéressante parce que c'est un aiguillon, en quelque sorte. Et donc, en fait, ça devrait provoquer de l'énergie, une affirmation, une mise en place d'un certain nombre de choses. Bon, en même temps, il ne faut pas exagérer, elle n'est pas récurrente. Je pense que, Christophe, dans ton atelier tous les jours, tu n'es pas là avec une pancarte. De toute façon, ce qui est curieux, c'est que la question que tu poses de la mort de la peinture, ou qui nous a été posée, est une question qu'on a été obligé de prendre en charge, malgré soi. Moi, quand je suis sorti des Beaux-Arts, on me renvoyait la mort de la peinture. Vous êtes un mec sympathique, mais pourquoi tu continues à peindre? Tu n'as rien compris. Donc, c'était une obligation de prendre en charge cette question-là, presque de devenir des Indiens dans sa réserve, en train de continuer à peindre, entre peindre, à parler de peinture entre peintres. Mais c'est pas forcément... Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe encore. C'est ce qui se passe encore, mais c'est peut-être... D'ailleurs, tu n'es pas de la même tribu que moi. Non, mais c'est peut-être précisément que cette question-là revienne en permanence, y compris dans les ateliers, qui pose problème. Oui, mais attends, la question que j'ai posée, c'est pourquoi la peinture se maintient, et non pas pourquoi la peinture est morte. Oui, mais comme par hasard, la question, elle est posée comme ça, et comme par hasard, elle est posée tout le temps en regard de la peinture est morte. Elle n'est jamais posée autrement. Mais c'est... Parce qu'il me semble qu'on a eu en début d'après-midi la preuve qu'il y a des jeunes gens, des jeunes et des moins jeunes, qui font encore extrêmement confiance à la peinture, qui s'en foutent complètement de ce discours. Mais tout le monde s'en tape de ce truc-là, qu'on soit artiste ou pas. Moi, ce qui me semble, c'est que par contre, pour avoir participé à des séminaires à l'école du Louvre ou des endroits comme ça qui forment des jeunes gens qui vont s'intéresser au patrimoine et tout ça, alors là, la question de la peinture posée par rapport au XXe siècle ou à la modernité, mais c'est nul, mais c'est ultra nul. Et c'est là qu'il y a un vrai décalage avec nos collègues anglo-saxons qui ont des formations beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes, et que là, il y a un décalage énorme. Et là, on a une sorte de truc, j'ai l'impression de voir un générique pathétique, moi. Michaud, il n'a pas vu de peinture depuis combien de temps, quoi. C'est bon, quoi. Il est très intelligent, il a sûrement des compétences, j'en doute pas, mais en tout cas pas à cet endroit-là. Et ça en tout cas, moi en tant qu'artiste, là, ma parole, et je crois que je peux parler même au nom des centaines d'étudiants que j'ai eus entre les pattes, je peux vous dire qu'ils s'en foutent, mais ils s'en foutent royalement. Ils font de la peinture et ils l'utilisent et ils la connaissent et ils l'aiment et ils la travaillent, et ça va durer encore des millénaires, hein. Oui, mais ça je ne mets pas en doute ça. Hein, non, mais en fait, la question de la mort de la peinture, moi, ça m'a renvoyé, quand j'ai reçu ton questionnaire, effectivement, alors je ne sais pas ce qui s'est passé depuis 20 ans, mais effectivement, le peindre qui a été cité par Christophe, avec un point d'interrogation. Oui, c'était en 96. C'est vrai que je pense que c'est une question qui peut travailler depuis Taraboukine, si je ne me trompe pas, les critiques. Oui. Mais c'est vrai qu'un peintre n'est... En principe, il n'est pas dans son atelier en se posant la question de la mort de la peinture. C'est absolument le contraire. C'est-à-dire, donc, au fond, c'est une question qui n'intéresse pas les peintres. Mais comme le dit Christophe, comme vient de le dire Christophe, on est obligé de se la coltiner de temps en temps. Et en même temps, c'est de moins en moins vrai. Pourquoi ? Parce que cette histoire n'a plus cours. Parce qu'elle a été vraiment un enjeu pour... Parce que en fait, on devrait se réjouir d'une chose quand même. C'était le médium de référence.
Bon, la peinture était le médium de référence. Moi, j'entends jamais parler de la mort de la sculpture, de la mort de la photographie, de la mort du risotto, comme dirait Jérôme. On s'intéresse à la peinture parce qu'elle est extrêmement puissante, c'est un fait. Et bon, au fond, réjouissons-nous. C'est vrai que c'est une pseudo-mort et que ça a été une sorte d'enjeu stratégique pour certains, parce que c'est très héroïque de dire « Ah !» J'ai trouvé quelqu'un qui est mort. C'est des frissons énormes. Pour un critique, c'est assez remarquable de pouvoir dire, je crois, que oui, c'est assez romantique, tout simplement. Donc ça crée un climat de passion et d'héroïsme, on va dire. Et au fond, les plus attardés, c'est ceux qui campent encore sur cette position. Il y a plus intéressant, je dirais, à débattre. Enfin, moi, je sais que sur la question du maintien, j'ai répondu dans ce sens-là. Hein. Oui, donc, voilà. Mais en gros, cette question, faut-il encore la poser, surtout quand on est peintre? Bon, j'ai dit au début, le questionnaire, en fait, au départ, je crois que je l'ai dit, c'était un jour d'énervement. Donc, en fait, j'avais dû recevoir une tuile ce jour-là. Bon, ou une peinture, plutôt. En fait, c'était une manière aussi pour moi d'évacuer cette question, d'une certaine manière. Et je m'attendais à ce que les réponses soient plus brutales, à la fois effectivement en refusant la question, mais en affirmant quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est ce que je disais à la fin de tout à l'heure. J'étais étonné en fait de quelque chose qui, enfin, si on prend l'ensemble des réponses, il n'y a pas de dissensus. Et j'étais très étonné. Je pensais qu'il y aurait des positionnements. Attendez, soyons... Non. Moi, là, je vais être un tout petit peu pas d'accord avec vous. Je sais bien que l'affirmation est dans le travail, je le partage avec vous, c'est une évidence. Enfin, nous passons notre temps aussi à répondre à des questions de journalistes, à faire de la communication, etc., etc. Et que vous le savez très bien que c'est extrêmement important. On ne va pas jouer au naïf là-dessus. Vous savez très bien que dans le monde contemporain, la manière dont vous répondez, la manière dont est fait un communiqué de presse pour une exposition, etc., est extrêmement importante. Et que justement, souvent, ça vient en quelque sorte couvrir même le travail, au grand défaut d'ailleurs de ces discours. Donc voilà. Peut-être là où je te rejoindrais, c'est que je pense qu'effectivement les anglo-saxons ont intégré l'écrit et le texte comme une stratégie et qu'il y a énormément d'écrits anglo-saxons, c'est un fait. Et il y en a, de ce point de vue-là, je crois que c'est vrai. Après, peut-être qu'effectivement on n'est pas bon stratège, peut-être qu'on peut discuter de plein de choses. Je ne crois pas que c'est une question de l'ordre de l'affirmation, mais plutôt de la stratégie. Après, donc, parlons stratégie, mais je crois que ça n'est pas, ça se joue à cet endroit-là. Parce qu'effectivement, il y a pléthore de textes anglo-saxons et il y en a probablement moins dans le champ de la littérature, des arts visuels, venant des peintres en particulier, il y en a moins. Mais pour moi, c'est une autre question. Ça tient pas à la question pour moi, ça tient à la question de la stratégie. Et peut-être que c'est très important, hein, mais c'est une autre affaire. Pour moi, je ne le sens pas comme la même question. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a effectivement eu un manque à ce niveau-là dans la littérature française, enfin dans les écrits français, disons, plutôt que la littérature. Après, c'est une question de stratégie, c'est une évidence. Mais ce n'est pas que ça. Parce que dans la manière de répondre, dans la manière d'affirmer quelque chose, on accompagne tout de même sa pratique. Nous sommes bien, enfin, là aussi, je veux dire, nous savons bien que dès que nous regardons une image, une peinture, une publicité, etc., nous énonçons quelque chose. Nous ne pouvons pas nous passer des mots. Nous le savons bien. Donc, cette liaison entre la langue et le visuel, elle est constante. Et elle est constante même chez les peintres. Elle n'est pas donnée simplement aux critiques, aux ceux qui regardent la peinture, etc. On sait bien que cette liaison, elle est automatique. Et que quand je dis qu'effectivement, il y a quelque chose peut-être qui manque, qui serait de l'affirmation, même d'une pratique personnelle de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus,
je pense qu'il y a là... Moi j'ai été frappé de ça. Et si vous voulez, le fait que, je reviens de ce que je disais, le fait que dans les réponses, en fait, si on les met toutes, les 46 à la suite, en écartant effectivement un peu celles plutôt de Ardennes, etc., parce que c'est des réponses pour me faire plaisir, parce qu'ils me connaissent et tout, voilà. Donc, et ça se résume à un mot, c'est oui, non, je comprends pas, ou c'est pas à moi de le dire, enfin, comme Catherine Millet, etc. Donc ça, c'est pas des réponses très intéressantes. Mais si on prend que les réponses des artistes, je le redis, j'étais très très étonné de ne pas pouvoir, à partir de là, dessiner en quelque sorte un éventail de positions. Et ça m'a frappé. Et c'est ça qui me... Voilà, c'est pour ça que je dis, peut-être qu'il manque un peu, quelque part, une affirmation un peu plus forte. Et cette affirmation, je ne la mets pas du tout en cause dans le travail personnel de chacun. C'est pas du tout ça. C'est pas dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a un moment où, dans l'énonciation de son propre travail, nous sommes bien obligés d'affirmer des choses. Et que si nous affirmons systématiquement que du consensus avec tous les milliers de gens qui font de la peinture, voilà, là aussi, on est dans une position de la peinture qui, effectivement, est bien minorée. Je croyais qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle au fond qui... Attendez. Non, il n'y avait pas... Oui, il me semblait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle. Non. Je suis habitué à ce genre de choses, vous savez. Même la nuit, je... J'ai une question à vous poser, monsieur. Allez-y, parce que là-haut, ils se disent... Pourquoi ne pas formuler dans votre questionnaire, est-ce que vous serez intéressé à créer un mouvement pictural, un style de peinture, ou bien êtes-vous capable de créer un mouvement pictural? Alors je vais vous répondre de manière très simple. Les mouvements picturaux ne sont pas inventés par les artistes, ils sont inventés par les critiques ou les historiens d'art et qui viennent après. Donc ce n'est pas du tout mon boulot. Alors, justement, je vais apporter de l'eau à votre moulin en vous disant tout simplement que chaque médaille a deux faces. Effectivement, ce que vous dites là, c'est fondé, mais de l'autre côté de la médaille, un artiste ou une artiste a la faculté de pouvoir générer un style ou un mouvement pictural. Voilà. Alors, ce ne sont pas des arguments qui manquent à être cités. Non, mais c'était pas du tout ma problématique. Je ne tiens pas du tout à créer un mouvement pictural, c'est pas du tout ma problématique. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'intervention dans la salle. Non ? Donc merci pour la journée à tous les intervenants, aux participants. Et donc nous attendons là maintenant un buffet pour clore la journée. Merci encore.